Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Lomé, qui est un artiste, chanteur, poète que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et je suis aussi très heureuse de rencontrer le duo Fortecello. J'espère bien prononcer. Bienvenue à Anna et Philippe. Donc Anna est violoncelliste et Philippe est pianiste. Et à eux trois, ils composent Romance urbaine et je suis très heureuse de les accueillir. Bienvenue à vous trois et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Valérie, merci de ton accueil et de nous ouvrir cet espace qui s'annonce bien scintillant. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup, ravi de pouvoir partager notre spectacle avec vous, au moins en mots avant la musique et de diffuser sur ces ondes. Alors comment est né ce projet, cette fusion des arts en fait entre le slam, la poésie et puis l'univers classique? Alors, on dit que les musiciens vivent d'amour et d'eau fraîche. Alors là, pour le coup, c'était purement vénal. Non, c'était le plaisanterie à part. C'était un appel à projet qui avait comme objectif de mêler, ça s'appelle Dialogues musicaux. Ça a été porté par le Centre national de la musique et plusieurs autres financeurs français. Et l'idée, c'était de faire dialoguer en musique les musiques urbaines, musiques actuelles, avec les autres esthétiques au pluriel. Et donc, la plaisanterie, c'était que j'ai un ami qui travaille à la région et qui me dit « Ah, regarde, il y a un appel à projet musique classique ». Et moi qui lui dis « Allons, bon, ne te moque pas de moi, ça n'existe pas, les appels à projet musique classique, je n'ai jamais vu en 20 ans de travail ». Et il me dit « Si, vas-y, regarde ». Alors, je me mets sur le site internet, je regarde, et puis je vois dialogues musicaux. Je vois musique urbaine. Non, ça me dit rien, je le rappelle, je dis « Mais non, t'as bien dit, je confirme, tu as déliré ». Mais non, vas-y, regarde, c'est dialogues musicaux. Donc je me remets dessus et je vois dialogue entre les musiques urbaines et les autres esthétiques. Donc je me suis dit oui, effectivement, par défaut, il y a à l'intérieur la musique classique. Et alors là, bon, dans ma petite tête, j'en ai parlé à personne au début, je me dis qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et Lomé, moi j'en entendais parler depuis une bonne dizaine d'années que j'habite maintenant à Le Poitou. Et on ne s'était jamais rencontrés. Et ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'on habitait à Bonneuil-Matour. Et on était pratiquement voisins. On habite à 20 minutes les uns des autres. Et donc on s'est dit, tiens, ça va être l'occasion. Donc je vais voir Anna. Et je lui dis, tiens, un projet musique classique et slam. Qu'est-ce que t'en penses ? D'abord, j'ai eu un silence. Je me suis dit, oh, ça doit pas être une très bonne idée. Et puis, je suis revenu après, quelques minutes plus tard, voir si l'idée avait mûri. Elle m'a regardé, elle m'a dit, je réfléchis. Et donc, on a ensuite contacté Lomé, on s'est rencontrés. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il est venu nous écouter sur le spectacle jeune public. Exactement. Et puis, il a aimé ce qu'on a fait. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Il m'a dit, ça fait des années que je rêve de travailler avec des musiciens de musique classique. Exactement, il a parfaitement résumé. Pour moi, la rencontre avec Fortecello, c'était une claque. Je les ai vus sur scène, sur un de leurs spectacles, et j'ai dit waouh, j'étais scotché quoi, de les voir tous les deux. Ils sont beaux, il y a quelque chose de très fluide entre eux, et en plus ils jouent admirablement bien. Et moi, c'était presque, on va dire. Comme si tu vois apparaître un rêve que tu avais mis de côté et puis tu le vois en chair et en os. Voilà, c'était ça. Et c'était un très bon moment pour moi en tant que spectateur. Puis il y avait quand même, on a quand même un petit, on va dire un petit réflexe professionnel. On regarde des spectacles avec un regard d'artiste. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement chouette, leur proposition. Et puis eux, ils étaient tellement beaux, tellement virtuoses. Et ils pratiquent une langue que je ne pratique pas et je les vois faire. Et je me dis, ce serait vraiment super de pouvoir faire... Alors au départ, moi, je pensais à un projet du genre enregistrer 3 morceaux ensemble et puis voir ce que ça donne, l'offrir au monde et puis voir ce que ça donne. Et puis bref, voilà, une première rencontre. Et puis après, on décide de se voir chez eux, de discuter concrètement projet, après 2-3 appels, 2-3 échanges par téléphone. Et puis de là est née l'idée de répondre à cet appel à projet de manière, on va dire, structurée, à la fois administrative et aussi technique. Et puis d'imaginer des choses. Donc moi, j'ai
repris un ensemble de textes. On a pris presque 8 mois pour déterminer un univers musical, des choix de musique, une cohérence. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Puis après, on apprend à se connaître, à vivre ensemble dans cette gestation qui s'appelle aujourd'hui Romance urbaine. J'allais justement vous demander au niveau du conducteur, les choix musicaux, comment ça s'est passé? Parce que tu dis que vous avez mis 8 mois, mais vous, votre univers est très classique. C'est toi qui leur proposais d'abord un texte ou c'est vous qui lui avez fait des propositions sur une musique de tel ou tel compositeur? Comment ça s'est vraiment passé? Le choix musical, il est resté prioritaire, on peut dire d'une certaine manière, parce que la musique classique elle-même, elle a déjà l'histoire qu'elle raconte. Elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute quelque chose. Donc, il fallait trouver les pièces qui laissent de l'espace pour la parole, pour le texte. Donc, tout d'abord, déjà, nous, on a écouté pas mal des anciens albums de Lomé pour avoir l'idée comment il construit ces chansons, qu'est-ce qu'il y a comme son dans le fond. Et donc, ensuite, nous, on a commencé à faire des propositions, mais lui aussi, très rapidement, il a compris qu'est-ce qu'on pouvait jouer, qu'est-ce qu'il pouvait utiliser. Et du coup, on a fait des allers-retours, justement, pendant 8 mois, où on piochait des pièces. Ensuite, souvent, il fallait les adapter parce que la plupart des pièces qu'on joue dans ces programmes-là ne sont pas écrites pour violoncelle et piano. Donc, il fallait les retranscrire. Ensuite, essayer avec un texte, avec un autre texte. Finalement, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Finalement, on les laisse de côté. Au bout de mois, si finalement, je trouve que... Et donc, comme ça, petit à petit, on a commencé à construire cet univers-là. Bien évidemment, ça allait de manière de plus en plus fluide parce qu'une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'il nous fallait, parce que c'était assez simple de piocher tout d'abord dans la musique minimaliste, où on a vraiment très peu de notes, et donc ça laisse toute la place. Le rythme, il est toujours le même, il n'y a rien qui se passe dans la musique, dans la parole, elle peut se développer. Mais ensuite, on s'est dit, pendant 1h30, on va quand même pas jouer les pièces qui ont le même rythme, qui ont les mêmes caractères. Et c'est là que les recherches ont continué. Ouais, et c'est, comme elle l'a expliqué Anna, c'est un dialogue. On dialogue. Attends, j'ai ça comme idée. Ah non, ça marche pas. Ou alors, non, je vous ai amené ce texte. Non, ça marche pas non plus. Oui, parce que ce que le map a dit au début, c'est qu'effectivement, la première rencontre, on n'a pas vraiment beaucoup parlé projet. On a refait le monde 12 fois en une soirée, on a fini à 2h du matin. on a mangé ensemble. On a mangé, on a parlé de tout et de rien, mais il y a vraiment un échange humain qui est extraordinaire dans ce projet-là. Ouais. Et c'est aussi ça qui nous porte, parce que c'est important que humainement ça se passe bien. Oui, parce qu'en fait, là on a parlé de ces déclencheurs qui étaient l'appel à projet, mais le duo Fortecello, donc nous deux, depuis toujours notre mission en tant que groupe de musique classique est de proposer des programmes qui peuvent être accessibles vraiment pour tout le monde. Donc tout public peut venir écouter, et ceux qui écoutent la musique classique de matin au soir et ceux qui connaissent rien du tout. Depuis toujours, c'était notre but. Et donc, pour que le public, même néophytes, peuvent profiter de notre musique, on a souvent rajouté les danseurs, on a rajouté des costumes, des histoires, mais on n'a jamais eu la parole. Et ça nous manquait. Et en plus, une parole très moderne, très actuelle. Nous, on aimerait bien, depuis toujours, montrer que la musique classique, elle nous entoure, elle est toujours autour de nous. On l'écoute malgré nous, finalement. Et d'écouter les albums de Lomé, on a tout de suite entendu qu'il a l'oreille musicale extraordinaire. Et même dans les albums où il joue avec les DJ ou avec la musique électronique, il y a tout le temps la musique classique qui finalement se faufile en douce. Et là, on savait que c'était ça qu'il nous fallait pour aller encore plus loin dans la rencontre de nouveaux publics pour la musique classique. Oui, c'est en fait une façon de communier avec l'autre et de partager. Complètement. Cette notion est très importante chez chacun d'entre vous. On fait de la musique, donc c'est une question de vibration profonde. Et cette vibration-là, on ne peut pas se la garder en vase clos entre nous en se disant c'est chouette ce qu'on fait. Le but, c'est quand même de l'offrir. On peut chanter sous la douche, mais moi, en ce qui me concerne, il vaut mieux que ça reste sous la douche. Voilà. Et le but, c'est quand même de voir
qu'on peut, dans ce dialogue-là, dans cette rencontre-là, offrir de beau au public, en fait. Au public avec un S, aux différents publics. Voilà, il y a des gens qui vont vibrer avec les poèmes, les mots, d'autres qui vont vibrer avec les notes, d'autres qui vont vibrer avec l'ensemble des deux, tu vois. Et on est toujours dans nos choix de ne pas se mettre de barrières, d'être toujours dans le beau. Voilà, pour moi, c'est hyper important. Pas besoin du vulgaire, on n'a pas à prouver quoi que ce soit. Moi, je fais en sorte d'avoir dans mon travail des découpes qui suivent vraiment le jeu ou les variations des œuvres choisies et interprétées par Anna et Philippe. Donc, moi, ça me demande aussi de morceler mon travail, de le faire différemment, de le vivre et d'être beaucoup à leur écoute. J'ai beaucoup appris pendant cette année de gestation. Techniquement, dans mon travail de lyriciste, j'ai beaucoup appris à m'adapter. Et donc, là, je discutais avec un ami qui a écouté des nouveaux morceaux de mon prochain projet rap, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as progressé? Et en fait, je pense que la gymnastique que j'ai pu avoir cette année en travaillant sur mes écrits pour les adapter à la musique classique, ou même pour écrire sur des projets, ça m'a énormément assoupli, tu vois. Et cette souplesse-là, elle me libère poétiquement, elle m'ouvre plein de vannes. Et c'est cette ouverture-là, cet horizon qui s'ouvre pour moi, que j'ai envie de partager à travers Romance urbaine. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est un beau cadeau. Pour moi, c'est comme un bouquet. Tu vois. C'est le fait d'être sur scène tous les trois, avec vos univers différents, ce mélange, ce que vous allez offrir et ce que vous offrez au public. Est-ce une façon pour chacun d'entre vous d'être bien vivant et finalement de vous ancrer dans l'ici et maintenant? Oui, complètement. D'autant plus que comme on est effectivement dans une période où la musique classique, de manière générale, elle n'est pas en souffrance, mais c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire évoluer dans cette musique-là, dans ce genre musical-là. Et de prime abord, quelqu'un qui passe par un conservatoire supérieur comme c'est le cas pour Anna et moi, on ne pensera pas du tout aux musiques urbaines, on ne pensera pas du tout, encore moins au slam, qui est en plus quelque chose de très particulier, qui est né il n'y a finalement pas très longtemps par rapport à ce qu'on fait nous. 1980. Donc c'est quelque chose de très récent. Moi, je suis des années 80, je n'avais jamais entendu de slam jusqu'à là. Je connaissais le nom de Grand Corps Malade, mais je n'avais jamais entendu de chanson de lui. Donc c'était pas en soi quelque chose qui nous attirait, mais qui nous attirait par mes connaissances plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on associe trop souvent. Moi, j'avais dans l'idée rap, slam, c'est pareil, alors que pas du tout. Il y a quelque chose dans le slam qui est à mon avis beaucoup plus beau, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que dans le rap, déjà ne serait-ce que par la recherche de beauté dans les textes. Il n'y a pas de vulgarité dans le slam. C'est plus poétique. Oui, il y a vraiment et puis il y a une dimension de texte. Nous, ce qui m'a beaucoup frappé avec Lomé, c'était qu'il réutilise un certain nombre de textes qu'il avait déjà écrits par le passé, donc ils existaient, et on s'est trouvé à greffer donc un texte existant avec une musique existante. Alors, évidemment, il a fait des modifications, mais c'était complètement incroyable de voir à quel point ça matchait. Tu verras, c'est vraiment dingue. Il y a 2-3 pièces auxquelles je pense, là, notamment Poème aux fenêtres tour. C'est une pièce, on entend la musique qui en plus est une musique qui est en dehors pareil de notre champ de recherche. C'est une pièce d'inspiration musique turque avec un compositeur pour piano solo. C'est une transcription qu'on fait avec Anna, et on mélange ça avec un texte de Lomé et on a l'impression que ça a été fait pour. Et l'autre, c'est le canon de Pachelbel, de Pachelbel, avec une pièce qui a été écrite à la fin du XVIIe siècle, et sur lequel on greffe un texte de Lomé, et on a l'impression que la musique a été écrite hier, comme si on déformait complètement l'espace-temps. C'est fabuleux comme. Mais je pense que par rapport à ta question, tous les trois, on ne peut pas s'empêcher d'être sur scène. Parce que nous deux, moi avec Lomé, on est plutôt des cités grises où la vie n'est pas très jolie et on ne pense pas du tout ni à l'art, ni à la musique, ni à rien comme ça. On pense juste à une espèce de survie finalement dans une fourmilière. Alors que Philippe, lui, il est d'un village perché dans les montagnes où pareil, il n'y a pas d'accès à des grandes écoles, à
la musique. Et tous les trois, finalement, on est un peu comme si on était sur un terrain qui n'était pas prévu pour, mais on ne pouvait pas s'empêcher. Finalement, tous les trois, à chacun à sa manière, on s'est bataillé pour pouvoir être sur scène. Nos trois familles nous regardaient avec des gros yeux. Ensuite, quand on a grandi, tout le monde nous disait que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas, qu'on n'arriverait jamais. Et finalement, des années après, on est toujours là et on monte sur scène. Et on monte sur scène et on est dans le présent. En tout cas, moi, là, je suis à un moment de ma vie où il y a pas mal de signes qui sont arrivés là, même récemment, qui me rappellent l'importance d'être dans le maintenant, d'être dans le présent, de profiter de tout ce que la vie nous apporte en termes de sourire, de pas trop projeter. Il y a des bonheurs qui sont là. Et ma fille me disait il y a 2 jours, elle me disait, mais tu sais papa, en fait, faut pas aller à la recherche du bonheur, il est déjà là. On va pas aller le chercher, il est déjà là. C'est juste qu'on sait pas toujours le voir. Donc, je me dis que on est bien là. Ce soir, on est entre nous. Cette interview, elle est top. Tout va bien. On a fait des super balances. On a une super équipe. On a une super Monique, qui est notre chargée de diff, qui vient d'arriver dans l'équipe, mais qui est déjà hyper investie. On a un super metteur en scène qui est hyper ouvert, hyper sympa, qui ne nous met pas de pression, qui nous donne quelques aiguillages. Et on a un super régisseur technique, JB. Et cette équipe, elle s'est faite dans un alignement naturellement. Naturel, très dans le présent. Voilà. Et donc, vraiment, ce que je me dis, moi, c'est que tout va bien. Tu disais, Anna, et ça va, c'est une question que je voulais vous poser. Vous venez d'univers et vous avez eu des enfances différentes, un peu complexes, délicates pour certains d'entre vous. Quel a été le déclic justement pour être à l'écoute de votre âme ? Tu disais c'était plus fort que vous, mais quel a été ce déclic pour écouter, entendre l'appel de votre âme et être sur ce chemin artistique ? Pour moi, c'était vraiment quelque chose de naturel. Donc, à peine je savais chanter, je faisais des spectacles pour ma famille. Je les mettais tous autour de moi. Et avec ma cousine, qui elle aussi, elle a une âme d'artiste, on mettait des musiques, on faisait des danses, on faisait des costumes, on chantait. Donc, pour toute la famille, c'était évident qu'il y avait quelque chose. Mais c'est comme disait Lomé, il y a des rencontres, il y a des signes qui nous attrapent comme ça en vol et finalement on se laisse porter. Et c'était ça. La femme qui s'occupait de moi, qui était ma nounou, c'était ma tante. Et donc, elle était couturière. Et vu qu'elle faisait de la couture toute la journée, elle chantait et moi, je chantais avec elle. Et un jour, elle dit à ma mère, mais elle chante quand même super bien. Il faut qu'on l'inscrive à un concours de chansons. Ma mère, qui était un médecin super occupé par son travail, qui dit oui, d'accord. Et donc, c'est ma tante qui m'inscrit, qui m'a fait le costume, qui me met sur scène. Et le jour de concours, j'ai 40 degrés de fièvre, une grippe terrible. Donc, ma mère qui dit non, c'est hors de question, on va pas faire le concours. Et moi, et si, je vais faire le concours, je veux chanter. Et donc, finalement, je vais chanter. Je chante, je gagne le concours. Et la pianiste qui était là pour accompagner les enfants, elle vient voir mes parents ensuite. Elle dit, mais si elle, si malade, elle monte sur scène, elle chante, elle gagne le concours, elle va être artiste. Alors là, ma tante, si, elle va être artiste. Oui, elle va être artiste. Donc mes parents qui se disent, bon, en même temps, ça fait une bonne éducation. Bon, allez, on va l'inscrire à l'école de musique spécialisée. Et donc, ils m'inscrivent là-bas. Et en fait, c'est le jury qui me reçoit pour l'admission à l'école parce qu'il y avait 25 places et il y avait à peu près une centaine de candidats à chaque fois. Donc, ils faisaient des examens d'entrée. Et quand ils me voient, ils disent, elle va faire du violoncelle. Ma mère, toujours qui dit, oui, d'accord, ça peut être ça, whatever. Donc, ils me mettent au violoncelle et en fait, c'est ma voix. C'est vraiment la voix qui me correspond, qui correspond à mon caractère, à ma manière d'être, à la fois très féminin, à la fois très masculin, à la fois un peu rêche, à la fois très doux et chaleureux. C'est quelque chose que je retrouve en moi-même, ce mix entre les deux mondes féminin et masculin qui parle par le violoncelle.
Et donc, depuis toujours, je me comprenais très bien. Et dès les premiers concerts, j'avais toujours un grand sourire. Je jouais à la base pas très bien, mais j'avais un grand sourire. Donc, tous les gens qui assistaient à des auditions de cette école-là disaient « Ah là là, mais on se souvient que d'elle parce qu'elle sourit sur scène. » Et donc, tout le monde me disait ça. Donc, je me suis dit « Ah, en fait, c'est le public, il attend surtout mon sourire. » Donc, même si je jouais pas le mieux de tout le monde, mais je souriais et je prenais toujours un plaisir, et c'est toujours comme ça. Je monte sur scène et même quand je suis malade, fatiguée, tout va mal, je monte sur scène et je souris et tout va bien. C'est super. Et tu te souviens de la première fois où tu as eu ce violoncelle dans tes bras? Oui, je me souviens très bien parce que il y avait un petit garçon qui avait déjà 1 an de cours de violoncelle et qui jouait avant moi. Et là, j'ai commencé à pleurer et je dis à ma mère, mais ils vont me demander de jouer alors que je ne sais pas jouer. Donc l'ambition directe de haut niveau qui était toujours mon moteur et mon péché. Et donc oui, c'était ça ma première rencontre, que je me suis dit qu'ils vont me demander de jouer tout de suite. Et bien non, c'était pas tout de suite. Voilà. Alors moi, je te dirais, c'est un peu comme Anna, c'est... Je n'ai pas de day one. Je n'ai pas de le déclic qui m'a fait... J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été sensible à la poésie. Et dès que j'ai su écrire de mes mains, j'écrivais des poèmes. Dès tout petit. Donc en vrai, j'ai pas eu vraiment à lutter ou à attendre quelque chose pour trouver ma voie. Vraiment. J'ai de la chance, parce que j'ai dans mon entourage des gens qui se cherchent encore aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé... et peut-être le mérite que j'ai eu, c'est de ne pas l'abandonner, de ne pas le lâcher, parce que, voilà, comme Anna l'a dit, il y a des gens qui vont, on n'en fait pas un métier, etc. Moi, je sais pas, c'était une évidence. C'était pas le sport, c'était pas le jardinage, c'était pas les voyages. C'était, moi, une feuille, un stylo, et puis, quelque part, cet espace entre mon âme et mon cœur. Et d'ailleurs, tu écris, tu dis, écrire, c'est de l'amour. Ah bah complètement. Ce n'est qu'un mouvement du cœur. En vrai. La tête, on va dire, c'est ce qui va faire travailler, on va dire, la graphie. Mais l'élan qui va nous animer, qui va faire naître les images, c'est un élan du cœur, pour moi. Et tu te sens du coup inspiré par ton âme? Tu penses qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus grand au moment où tu crées? Moi, je suis son instrument. Ouais. Donc il y a forcément quelque chose de plus grand, dont je suis juste la main et la voix qui le porte. Mais c'est quelque chose de plus grand. Il y a des rimes que j'ai, je me dis, mais super, je suis trop content. Hein, parce que, mais c'est pas par orgueil et tout ça, mais c'est parce que je me dis, oh, j'aurais tellement aimé l'entendre, ou que quelqu'un le dise. Et donc finalement, je me dis, fais des chansons comme tu peux les faire, en cherchant toujours à quelque chose qui n'a pas forcément été dit, ou que tu aurais aimé qu'on te dise. Oui, moi c'est un peu plus bizarre dans l'approche. Moi j'ai grandi dans les montagnes, où c'était pas dans les Pyrénées, où il n'y avait pas forcément de lieu, ni de diffusion, ni de pratique de la musique. Par contre, il y avait beaucoup de sport, donc c'est une région où on apprend à skier avant de savoir marcher. Donc voilà, il y avait toujours le ski, le vélo par la suite, hein. Et c'est vrai que la compétition a ce défaut-là dans le sport de nourrir plus le corps que nourrir la tête. Et de par mon éducation et de par le vélo en particulier, il y a cette notion de dépassement qui est, on va au-delà de ce que notre raison voudrait bien nous laisser faire. Et donc dans le dépassement, quand je me suis un peu lassé de la compétition, parce que ça devenait un petit peu abject aussi, je me suis dit, il faut que je trouve absolument quelque chose qui va nourrir à la fois mon corps et mon âme finalement. Et par un mois de juillet, ça devait être en 2002, je pense. Ouais, c'était en 2001, ça devait être peut-être 2002. Ouais. Et j'ai une amie que je connaissais depuis assez longtemps, qui faisait des études de piano à Perpignan. Et on se retrouvait elle était en train de bosser dans une église sur un piano. Elle m'a fait écouter des rhapsodies, donc les rhapsodies de Liszt, de Franz Liszt, par György Cziffra, qui est un grand pianiste hongrois, qui est décédé dans les années 90. Et en écoutant ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça
Et là, à court perdu, je me suis lancé pendant une décennie à ne faire plus que ça. J'ai tout envoyé valser, tout ce qu'il y avait autour de moi. Et donc je suis parti d'abord un an au conservatoire de Perpignan, où je suis rentré dans un conservatoire qui justement ne laisse pas vraiment la place pour les élèves adultes. Il y a tout un cursus qu'il faut faire. Ce cursus, on le commence à l'âge de 6 ans, comme on a pu le faire un an, et puis on le déroule de manière naturelle. Donc quand moi je suis arrivé à 18 ans, je suis arrivé avec des pièces que j'avais travaillées moi-même. J'ai appris le jour de l'examen qu'il y avait un programme imposé. Voilà, je découvrais ce que c'était un programme imposé. Et donc moi je leur ai dit non, j'ai préparé ça. Ah bon, ok, donc le jury me permet quand même de jouer. Bon, oui, effectivement, il y a des facultés. Bon, et est-ce que vous lisez la musique? Non, je lis pas la musique, j'ai tout fait à l'oreille. Ah, ça va être embêtant. Donc et donc là, voilà, tout un enchaînement de choses. Mais dans mon malheur, enfin, c'était pas malheur parce que c'était un défi plus que malheur, mais j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens vraiment fabuleux qui m'ont permis avec quand même pas mal d'une certaine violence, parce que c'est un milieu qui est assez violent, il y a beaucoup d'exigences, c'est très dur comme milieu, comme on peut comparer dans le sport au patinage artistique par exemple. Il y a cette notion-là de subjectivité dans l'interprétation. Il y a ensuite toute la partie technique de l'instrument, il y a la partie lecture, donc ça faisait un magma de choses qui m'a bien fallu 10 ans pour digérer. Donc j'ai rencontré des professeurs russes, dont celui qui a été mon mentor pendant 6 ans et qui continue d'être une personnalité très inspirante pour moi. Qui m'a accepté dans sa classe alors que j'avais clairement pas le niveau global, quoi. Alors qu'il y avait des élèves extraordinaires dans sa classe. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'un jour, au bout de plusieurs années, je lui dis: mais maestro, pourquoi vous m'avez pris à moi? Il me dit: c'était curieux, j'étais en fin de carrière et je voulais savoir ce que j'étais capable de faire avec un élément comme toi. Donc voilà, c'était un petit peu c'était sa manière à lui, de me permettre d'aller faire un rêve, parce qu'il voyait bien que pour le coup j'étais plus poussé par une envie qui venait des tripes que beaucoup de ces élèves qui faisaient ça un petit peu par une certaine inertie, puisque on commence à l'âge de 6 ans et on fait ça toute sa vie en fait, alors que moi j'avais une vie avant ça. Et du coup, pour chacun d'entre vous, que représente la musique et la créativité? Alors pour moi, la musique, c'est l'expression de ma créativité. Alors, elle est plus vaste que la musique, c'est-à-dire je peux être créatif en dessinant, je peux être créatif d'une autre manière, en cuisinant par exemple. Mais la musique, c'est vraiment le jardin dans lequel la créativité va faire fleurir tout ça. Donc, c'est le terrain d'expression, c'est la toile, entre guillemets, sur laquelle toute ma créativité va s'exprimer. Et après, c'est la toile dans laquelle je me sens bien. Voilà, c'est vraiment... je me sens bien en faisant des chansons, en les enregistrant. Ce matin, j'étais en studio, en testant des choses. Je me sens bien sans forcément avoir à les faire écouter ou à ce qu'elles vivent et puis qu'elles aient du succès ou pas. Être dans la pratique, dans cette créativité-là, être dans la musique, c'est très important pour moi. Pour moi, ma créativité, c'est quelque chose que je ne gère pas du tout. C'est un être à part qui me rend des visites et qui me prend en entier. Parce que je ne peux pas m'empêcher et je ne peux pas non plus me forcer. Donc ça veut dire que la musique, ça c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. Je dirais pas technique parce que ça va avec la créativité, mais je suis interprète, donc j'ai une partition qui est devant moi. Je crée pas la chanson, je n'écris pas les notes, donc je suis les notes que quelqu'un a écrit pour moi. Et donc, tout d'abord, je vais déchiffrer de manière technique. Je veux juste voir qu'est-ce que c'est comme note, qu'est-ce qu'il faut faire. De manière technique, je vais m'arranger avec les textes musicaux. Mais ensuite, la créativité, c'est quelque chose qui vient quand je ne souhaite pas forcément à ce moment-là. Donc, je peux avoir un blanc de quelques jours et jouer juste techniquement. Et puis, d'un coup, ça va me prendre et ça va exploser. Et finalement, après, ça va repartir de nouveau. Après, de nouveau, ça revient, mais autrement. Donc, je fais aussi pas mal de choses visuelles, donc je crée des sites, des affiches, des pliants, je travaille sur les photos, sur les images, et c'est exactement pareil. Quand je dois faire un site ou une affiche, des fois je suis demandée de faire une affiche,
Tant que ça vient pas, je sais pas quoi faire. Je suis complètement désarmée et j'attends. Et puis d'un coup, ça vient, et là, après, c'est comme si on ouvrait une vanne. D'un coup, ça inonde, et je peux plus rien faire avec ça. Mais du coup, comme je peux rien faire avec ça, je peux pas le contrôler non plus. Ce qui fait que des fois, par exemple, quand on travaille tous les deux avec Philippe, il va me demander « Est-ce que tu pourrais jouer cette phrase comme ça ?» Non, je peux pas, parce que c'est pas moi qui décide. Elle est comme ça, elle peut pas être autrement. Donc si je me force techniquement à faire autrement que ma créativité me dicte, ça fonctionne pas. Et finalement, au concert, je me dégonfle et finalement, je joue comme ma créativité a voulu. Donc lui, il se fâche. Et c'est exactement pareil avec les affiches, avec tous les visuels que j'ai faits. Je les montre et il est comme ça. Si on commence à dire « Ah non, là peut-être tu pourrais changer une couleur », non, ça, là c'est mort, on ne peut plus rien faire, c'est à la poubelle, on attend la suivante. Et c'est pareil aussi pour nos programmes, parce que typiquement, comme Philippe a dit tout à l'heure, il est venu me voir et il dit « Qu'est-ce que tu en penses de jouer avec le slam ?» Et depuis toujours, c'était plutôt moi qui construisais les programmes. Mais ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Donc j'attends. Et ça vient. À un moment donné, j'ai l'idée, et ça se déverse, et là, je peux tout noter, tout est là, et tout est prêt, tout de suite. Donc, il a dû attendre que ma créativité, ou ma tête, ou je ne sais pas, l'inspiration vienne. Et là, j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait faire avec l'islam, et là, j'ai dit, oui, on peut le faire. Mais parce qu'elle est venue me dire... Oui, on peut faire ça, ça colle. Mais c'est pas moi qui a décidé ça. Au bout de 11 ans de relation, je sais comment il faut faire maintenant. C'est ça. L'inspiration, c'est une dame très capricieuse. Ah oui. Elle vient, et quand elle vient, entre guillemets, t'es à elle. Et si t'as pas envie d'être à elle, quand elle va repartir, tu vas te retrouver seul longtemps. Et ça, c'est comme ça. Par exemple, j'ai des inspirations en voiture. Il faut que je m'arrête, parce que sinon, je vais dire, ouais, je m'en souviendrai. Dès que j'arrive, je le note. Non. Combien de super couplets me sont venus. J'étais en voiture, j'ai dit, dès que je m'arrête, je le note. Ouais, quand elle passe, c'est comme ça. C'est comme une étoile filante, en fait, c'est comme une comète. C'est fulgurance. Ouais, c'est une fulgurance, et puis exactement, c'est des vannes qui s'ouvrent. Alors, moi, avec le temps, l'inspiration, elle est plus furtive. C'est-à-dire que c'est une période. Là, je suis dans une période d'inspiration, j'ai beaucoup de mal à dormir. À 3h du matin, j'ai un truc en tête, je me lève, je le note. Avant, je me disais, allez, essaie de te rendormir. Non, je sais qu'il ne faut pas lutter, c'est là. Et d'ici peut-être 2 semaines, 2 mois, peut-être même 2 jours, voilà, la comète, elle repassera dans 70 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il faut la saisir. Et c'est vrai que quand je fais l'effort de me lever, que je note, je suis hyper heureux. Je suis hyper heureux parce que, bon, elle est là. Et je me dis oh, c'est chouette, c'est beau, ça me plaît, ok, on continue. Et puis, avec le temps, tu t'apprends à lui laisser la place. Et c'est comme ça. Mais en vrai, c'est comme disait Anna, c'est elle qui décide pour beaucoup d'artistes, hein, je pense pas que nous, c'est elle qui décide. C'est vraiment quelque chose qui est, pour moi en tout cas, qui est descendant. Ça vient à moi. Voilà. Ça vient à moi. Je comprends, en tant qu'auteur d'ouvrage, oui. j'ai tu dois imaginer, j'ai tu la dois même, vivre la même chose. Et encore, moi, je canalise beaucoup puisque je suis médium et du coup, souvent, c'est ce qu'on me demande de transmettre. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça arrive, on est obligé de tout lâcher en fait. Parce que il faut, sinon, il faut être disponible, il faut vraiment être c'est disponible vraiment, à ce moment-là. c'est comme si on est au service. Complètement. C'est ça, on est complètement en service. Nous, en tant que musiciens, on est des messagers, mais on est au service de la créativité, de la musique et du public. Donc, bien évidemment, on vit tous ces drames romantiques qu'on peut voir dans les films où on voit les artistes pleurer, crier, déprimer. Bien sûr, ça se passe aussi comme ça. Mais nous, vu qu'on est 2 à la maison, quand il y a un qui commence à pleurer, à dire oui, de toute manière, je suis nul, je sais rien faire, on a quand même une chose qu'on vérifie à chaque fois qui fait que, bon, tu vas remonter sur scène. Est-ce que les publics étaient contents après les derniers concerts ? Si la réponse est oui, tu remontes. Et puisque jusque-là, c'était oui, on remonte. On n'a pas d'autre choix. Ouais. Mais là, c'est effectivement... en tout cas, c'est mon point de vue. C'est souvent une question de fréquence. Est-ce qu'on est sur la fréquence de notre âme où tout est juste, tout est OK, où tout est...
tout est correct finalement, quel que soit le chemin, puisque de mon point de vue aussi, après on adhère ou on n'adhère pas, en tout cas c'est notre âme qui choisit de s'incarner et d'expérimenter des parenthèses de vie successives, alors que quand on est dans notre partie égotique, c'est là où c'est un peu plus le bazar, pour pas dire le bordel, parce qu'il y a les questionnements, les doutes, on a tant nos bagages, je dirais karmiques, transgénérationnels, des blessures d'enfance, donc quand tout ça se mélange, ça bouillonne et ça fait une lutte. Ça fait une lutte. Ouais, Oui, c'est ça. J'allais dire qu'il y a un côté un petit peu sauvage dans cette relation-là, parce que c'est... alors, il y a déjà la dichotomie aussi de notre société qui veut que on fasse un métier toute sa vie, sensiblement le même, de près ou de loin. Donc, il y a cet aspect-là aussi, quand on est musicien. Après, on se dit... Après toutes ces années d'études, je vais faire autre chose, sérieusement. Mais après, je pense que, bon, nous, moi, en tout cas, je pense avec Anna, avec Lomé, on a cette chance-là de ne pas avoir encore été touché par ça. Touche du bois, touche du sien, je ne sais pas si un jour ça peut arriver. Enfin, ça peut, oui, toi, quand on t'a rencontré, déjà, c'était un peu... Ouais, moi, je suis dans ce virage. Mais il y a effectivement beaucoup de musiciens qui souffrent un désenchantement qui ensuite devient chronique, parce que quand on a, enfin c'est purement matériel, mais quand on a investi dans des pianos, dans des violoncelles, des violons, des instruments, des ci, des reste, c'est pour une vie. Il y en a qui s'endettent sur des générations pour payer leurs instruments. Il y en a qui sont actionnaires d'une partie donc je caricature, mais tout ça pour dire qu'effectivement il y a le côté sociétal qui fait que quand elle est plus là, c'est d'une violence et d'une cruauté inouïe, parce qu'on se sent vraiment abandonné. Et on lui appartient et on ne sait pas exactement ce qu'on peut faire. Donc il y a une relation un peu violente avec elle. Et c'est très violent. Très violent. Pour répondre à la question des gens qui me disent pourquoi tu as choisi le piano, ça me fait exploser de rire, parce que mon Dieu, si j'ai absolument rien choisi. C'est venu, c'était là, il y avait un piano là, je me suis mis au piano, j'ai bossé 10 heures et on m'a rien demandé, on m'a pas forcé. Mais j'ai été incapable de me détacher de l'instrument et j'étais dans l'impossibilité totale de faire autre chose. Et si pour des raisons XY, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une famille, parce qu'on a machin, des fois je pourrais me dire non, il faut que j'arrête parce que si, des choses circonstancielles. Et après, en fait, l'idée m'effleure, mais ça, je me fais rattraper par la patrouille au bout de 2 heures, quoi. Et de suite, on se dit avec Anna, mais nous, on est dans l'incapacité totale de faire impasse sur ça. Ça arrivera peut-être un jour. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, parce que là, on a vu le Covid. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre la décision à notre place, mais pour le coup, il y a quand même une nécessité d'être sur scène, d'être auprès du public, de tousser sur scène. Non, tu tousseras pas ce soir. Non, on verra. De transmettre vraiment, on parlait de médiumnité tout à l'heure, effectivement, nous en tant que musiciens interprètes, en plus on ne crée pas de partition, la musique c'est celle qui les autres ont écrite pour nous. Donc nous vraiment quand on se met à l'instrument, on est un toboggan, on est un tuyau en fait qui fait passer du haut vers le bas. Et d'être musicien, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quel instrument ou n'importe quel style de musique, parce que moi j'ai joué du piano aussi, j'ai fait quand même 2 cycles de piano, parce que en Pologne dans cette école c'était comme ça, d'abord on commençait un instrument et après un deuxième. Pour moi, les pianos, j'aimais bien parce que c'est satisfaisant, parce qu'il y a des accords, il y a l'harmonie, c'est joli quand on joue tout seul, alors que les violoncelles, il aime bien la compagnie, il veut être avec d'autres instruments, tout seul, il est un peu triste. Et donc, pour moi, les pianos, ça restait toujours un meuble à part, froid, et j'avais toujours l'impression que le clavier était froid, qu'il était à part, alors que le violoncelle, il est tout dans mon corps, j'ai l'enveloppe et il est avec moi. Et cette vibration-là, je peux pas m'empêcher de l'adorer. Si j'entends un autre violoncelliste jouer bien, c'est le plus grand délice pour moi. Alors que moi, pour le coup, dans le piano, il y a une notion de... Il est lourd, il est dense, il est puissant, et ça correspond à ma personnalité. Donc, de manière générale... Juste pour rebondir sur l'aspect de... Il y a quelque chose de l'âme, en fait, qui fait que, en fait, je pense il y a peu de choses qu'on choisit et qui font là on est là, Fortecello et Lomé, on est là devant toi. Je pense qu'il y a peu de choix. J'ai acté ça. Je pense qu'il y a quelque chose au départ, et puis
on s'éloigne un peu selon les choses de la vie. Mais c'est vrai que la question de s'arrêter, moi c'est vraiment, si ça arrive, et je pense que ça va arriver, et peut-être même dans pas très longtemps, c'est parce que j'aurai la sensation d'avoir donné, partagé ce que je voulais, et aussi c'est parce que je voudrais, je ne voudrais pas arriver au moment où je sens que la musique me fait souffrir. Je pense qu'il y a une relation je suis son instrument, mais je veux qu'on soit bien quand on est ensemble. Voilà. Deviens pianiste, tu verras, le masochisme, ça vient tout seul. Voilà. Et quels sont les ingrédients essentiels pour avancer le plus librement sur son chemin quand on vit une époque où l'avoir est plus important que l'être? Waouh, vaste question et très d'actualité, effectivement. Moi, je suis d'avis que le monde, il n'était jamais plus joli ou meilleur. Il était toujours pareil, il était toujours aussi moche et aussi beau à la fois. Et si on regarde bien, la musique, elle était toujours là. La musique, c'est un des premiers éléments que les gens vont faire quand ils se trouvent ensemble, ils n'ont rien à faire. Si on met dans une pièce une dizaine de personnes pendant 2 semaines sans télé, sans YouTube, sans Netflix, forcément, à un moment donné, il y a un qui va commencer à réciter, l'autre qui va chanter, l'autre qui va chanter, l'autre qui va taper. Et donc, finalement, ça y est avec nous depuis toujours, pour toujours. Ça fait partie de notre être. Si on regarde Astérix et Obélix, il y a toujours les bardes qui est avec eux. Donc, c'est vraiment quelque chose de primitif qu'on ne peut pas s'empêcher. Et donc, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Il suffit de regarder les enfants. Voilà, Astérix et Obélix, ça colle un peu à notre époque. Effectivement, le barde, il est accroché dans l'arbre. Bon. Mais non. Non, de fait, on n'a jamais été aussi créatif qu'aujourd'hui. On n'était jamais aussi bien traités non plus, finalement, parce que surtout les musiciens en France, on est super privilégiés. L'intermittence nous permet véritablement de vivre de la musique et de la musique de chambre. Donc c'est vraiment extraordinaire. On a vu pendant le Covid, nos copains, nos collègues d'Espagne ou de Pologne vendaient leurs instruments et ils s'engageaient chez DPD juste pour avoir de quoi payer leur loyer. Alors que nous, on avait l'intermittence qui était toujours là pour nous soutenir. Donc nous, on va bien. Oui, on est complètement privilégiés. Oui. Vraiment. Donc on saisit ce bonheur-là, même si on sait que voilà, ce monde, comme l'a dit Anna, est aussi laid que magnifique. Et qu'il l'a toujours été. Il a toujours été, et puis on y apporte notre part de beauté, de légèreté, de bonheur à vivre déjà entre nous, et puis à partager avec un public à travers Romans sur Ben. Pour moi, c'est vraiment la finalité, c'est que on vive des moments de bonheur avec quiconque a décidé de se déplacer et de venir nous rencontrer. Et du coup, j'allais vous demander quel est le message que vous souhaitez faire passer avec Romans sur Ben, s'il y a un message. Alors, je reviendrai sur le point que tu as dit avant. Pour moi, s'il y a un message, c'est être avant d'avoir. Et pour le être, il faut être dans le présent. L'avoir, voilà, il y a des gens qui vont projeter toute leur vie des avoirs qu'ils n'auront jamais. Mais le être nous oblige en fait à être dans l'instant présent, à être avec ceux qui vont être là ce soir, déjà avec eux, et puis peut-être les prochains à la prochaine date. Et ça fait plein de être comme ça qu'on ajoute. Être heureux. La romance urbaine, c'est vraiment un moment hors du temps, hors de tout ce qui se passe dehors. Pendant 1h30, nous et notre public, on est dans une bulle où il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui sont dites, qui ne sont pas dites aussi, qui se font deviner, qui se font sentir. Il y a tellement de choses pendant ces spectacles-là que je pense qu'il faut venir les voir, et surtout les voir en live, pas par Internet, parce qu'on a des jolis clips, mais c'est rien à voir. Il faut venir sentir ça. Oui, il faut se sentir. Et on le sait que le public, quand il sort après le concert, ils nous disent « Merci beaucoup, dans ce monde qui nous envahit de tout ce qui est moche, de tout ce qui est dur, on a passé 1 heure de bonheur,
On a soufflé, on a pleuré, on a ri, c'était juste magnifique. Mais notre adorable Monique, on pourrait donner ce slogan à notre spectacle. Elle m'a dit un jour, de toute façon, Romance urbaine, ça devrait être remboursé par la Sécu. C'est ça. Mais je pense qu'on a un tel bonheur de jouer ensemble ce projet que je pense que ça ne peut que déteindre en fait sur le public. Énergétiquement, ça voyage. Ouais. Exactement. C'est incroyable. J'ai pu lire que... Lomé, je savais que toi, tu participes, tu animes des ateliers d'écriture. Et j'ai vu que vous aussi, vous alliez dans les écoles. J'ai l'impression que la transmission, pour vous trois, est très importante. Absolument. C'est le cœur du concert, c'est le cœur de ce qu'on fait avec les enfants, avec les personnes âgées dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Il y a cette dimension-là, ce qu'on disait, hein, c'est la médiumnité. On est là pour faire une espèce de toboggan entre ce qui vient du haut pour aller vers le bas. Et nous, enfin, en particulier avec Anna, mais on l'a déjà fait avec Lomé aussi, on l'a embarqué dans ces aventures folles. Mais nous, ils nous ferment la porte, on rentre par la fenêtre, ils ferment la fenêtre, on rentre par le trou de souris. Même s'ils nous veulent pas, on y va quand même parce qu'on est trop conscient en fait de la nécessité qu'il y a aujourd'hui. D'aller déjà vers l'enfance, parce que les enfants ce sont les adultes de demain. Et puis, en fait, si tu veux, tu vois, quand Philippe disait qu'une amie lui a fait écouter Litz, c'est ça? Ouais. Oui. En fait, les déclencheurs sont des rencontres. Oui, c'est ça. Ouais. On a besoin de rencontres et aujourd'hui, il y a plein d'enfants dont la rencontre, c'est un influenceur, c'est derrière un écran, tu vois. Et la rencontre concrète avec quelqu'un qui joue d'un instrument, je me souviens d'une discussion avec le pianiste avec lequel j'ai bossé pendant 10 ans. Je lui ai dit, mais comment tu es venu au piano? Donc il me dit, c'est un monsieur qui est venu dans notre classe quand j'étais en école primaire et qui faisait du hautbois. C'est même pas du piano. Il faisait du hautbois, quoi. Et je sais pas, ça m'a... Et tu vois, cette rencontre-là, et ça peut être la rencontre avec le sport, tant qu'elle est concrète, en fait, tant qu'elle est humaine, tant qu'elle est vraie, et qu'on l'a vécue comme une expérience avec des vraies personnes autour de nous, je pense qu'elle est déclencheur de quelque chose de forcément positif. Et d'où le fait de faire de la médiation, en fait. C'est provoquer ces rencontres. Encore avant le Covid, on pouvait se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de la musique classique? Est-ce qu'il y en a encore qui écoutent de la musique classique? C'était des questions et effectivement, quand les portes de nos maisons se sont fermées et au départ, on ne savait pas qu'est-ce qu'il va se passer, on s'est dit, bah voilà, on est mis à la poubelle, il n'y a plus personne qui a besoin de nous parce qu'on n'était pas métier de nécessité première, ni rien d'important. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Et petit à petit, on a vu les gens, souvent qu'on ne connaissait pas en personne, qui nous envoyaient des messages par Facebook, par Instagram, par mail, par SMS. Qu'est-ce que vous nous manquez? Qu'est-ce qu'on a hâte de venir vous écouter? Là, maintenant, on apprécie vraiment tout ce que vous faites parce que maintenant, on voit comme on est malheureux quand on n'a pas vos concerts. Et donc, les gens nous écrivaient des lettres et des lettres d'amour. Et donc, à un moment donné, on s'est mis d'accord avec un vidéaste qui était dans notre commune pour filmer un concert complet, pour offrir un concert complet à notre public. Et bien, il y avait des gens qui nous ont envoyé par la poste des chèques pour les billets d'entrée parce qu'ils se sont dit que pour tout ce que vous faites, il faut absolument, on se sentait obligé de vous payer ce concert-là. On était tellement incroyablement surpris que là, on s'est dit, bon, effectivement, on est un outil dont tout le monde en a besoin. Donc, tant que les gens, ils ont besoin de nous, on va les faire pour eux. Et les enfants, c'est exactement pareil. Ils ont les mêmes besoins que les adultes. Et donc, nous, vu que Philippe, c'est un pianiste super-héros et il déplace son piano à queue, il peut monter un piano à queue dans une école, dans le hall de l'école, ou dans un stade, ou dans une salle de sport, ou dans n'importe quelle salle qui peut accueillir son piano. On monte tout, on apporte des éléments, des instruments que les luthiers, les facteurs nous ont donné pour qu'on montre. Donc, en fait, on a engagé dans cette démarche plusieurs personnes qui ont partagé les objets, par exemple, un bout de clavier découpé, les cordes des pianos découpées que les enfants peuvent toucher, ils peuvent renifler, ils peuvent le voir de très près. Donc, ça fait des rencontres qui sont inoubliables pour les enfants. Et comme dit Lomé, des fois, on a des rencontres extraordinaires. Il y a encore une semaine, on était à Châtellerault, au collège de Châtellerault, et il y a un garçon qui est venu nous voir, et il nous dit « Monsieur,
moi, quand j'entends les notes, je vois leurs noms. Et mes collègues et mes copains, ils me disent que c'est pas vrai. Donc Philippe qui dit, attends, viens ici, je vais te jouer une note. Il joue une note. C'est quoi comme note? C'est un Fa. Et ça, c'est quoi comme note? C'est un Do. Bon. Et donc, en fait, c'était un garçon qui était d'une cité terrible à Châtellerault, d'une famille où ils n'ont ni moyens, ni le temps, ni même l'idée de l'inscrire au conservatoire. Et le garçon, il a lauréat absolu. Donc, la semaine prochaine, après les vacances, on va les voir et on va faire tout pour qu'il puisse s'inscrire au conservatoire, puisque ça va être gratuit pour lui, mais il faudra juste un tout petit peu d'organisation. Et des rencontres comme ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable, c'est magique. Et pour conclure, si je vous prêtais ma baguette de fée, alors je te l'ai déjà prêtée, Lomé, mais si je te la prête à nouveau et si je vous la prête, à quoi vous servirait-elle? J'aurais souhaité que les gens puissent vivre une journée de la vie de toutes les autres personnes qu'ils connaissent. Juste une journée d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Intéressant. Non, mais là, d'un coup, ça veut dire que tout le monde a de la compassion. Oui, Là, on est foutu. l'empathie, la compassion, l'empathie. Et je pense que ça pourrait gommer déjà pas mal de problèmes. Parce que je trouve que les problèmes qu'on a dans notre société, même dans notre entourage le plus proche, l'émotion qui ressort comme la toute primitive et toute moche, c'est la jalousie. Sauf que la jalousie, elle est toujours arrosée d'une méconnaissance de l'autrui. Et donc, c'est à partir du moment où on commence à comprendre, à connaître vraiment, qu'on commence d'un coup à être indulgent, de se trouver finalement pas si mal que ça, et tout ça, les comparatifs, tout ça. Et donc, je pense que si on pouvait voir la vie des autres de temps en temps, ne serait-ce que de temps en temps. J'aurais dit faire disparaître la jalousie de la planète, mais c'est un vœu pieux, mais je pense que ça résoudrait tellement de problèmes. Mais c'est le non-jugement, en fait. Oui. Quelque chose comme ça, oui. Mais souvent, la jalousie vient de la part de personnes qui sont extrêmement malheureuses et tristes, et qui ne savent pas écouter leur cœur, leur âme, et du coup qui envient, qui ne supportent pas que les autres puissent faire quelque chose au lieu de s'en inspirer. Complètement. C'est terrible. Ouais, c'est ça. Moi, une baguette magique, j'aimerais pouvoir... J'aimerais que chacun puisse apaiser son cœur de ce qu'il a à apaiser. Ouais. Et que ce soit instantané. C'est beau Et éternel. Mais je pense qu'une fois que c'est instantané, une fois qu'on l'a ressenti, on a ressenti que c'était possible d'être apaisé. Mais ça peut être encore plus difficile Vraiment. pour des gens de l'avoir touché une fois du doigt. C'est un peu comme quand on parle de l'inspiration. Ouais. Si un jour ça t'a touché et qu'elle te revient pas, il y a de quoi te jeter d'un pont. Oui, c'est vrai. Oui, Mais c'est ce que je souhaiterais, moi, déjà. Et je pense que vraiment, si tu l'as... je sais pas, je pense il y a tellement de gens qui sont en colère, qui sont haineux, qui sont... Juste qu'ils le ressentent plus. Sans trop savoir pourquoi. Ils le ressentent plus. Dans une journée. On enlève ça, en fait, du panel ce serait super. Il y a ça, puis si je pouvais avoir un deuxième de baguette, ce serait vraiment sur toute la planète, que tout ce qu'on a créé qui est mécanique s'arrête. Que toutes les usines, toutes nos activités, tout s'arrête. Qu'on soit juste nous avec le silence du monde, mais en entier. Le vivant, en fait. Ouais. Que le vivant reprenne sa place. Ouais, complètement. Qu'on sorte dans la rue, qu'on n'ait rien d'autre à faire que juste d'être avec rien. Ça, j'aimerais beaucoup. Une journée. Ce sont de très beaux messages. Je vous remercie tous les trois. C'est moi qui te remercie. Merci à toi. Alors, Merci je à vous toi. souhaite beaucoup de rencontres lumineuses et scintillantes au fil de vos pérégrinations, de vos aventures de romance urbaine. Je vous remercie vraiment chaleureusement. C'était un chouette moment. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et rayonnez l'amour. À bientôt.